Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle analyse, et particulièrement heureux de vous retrouver puisqu'on a eu hier soir un match plein, fascinant. Alors pas exactement celui qu'on attendait, mais c'est peut-être encore mieux. Le Paris Saint-Germain obtient son fameux sésame, résiste au Parc des Princes au Barça un partout, et obtient son fameux sésame, se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, il y a peut-être autant de motifs de satisfaction que d'inquiétude. Ça c'est la première vision qui peut être toutefois nuancée par un second acte plutôt bien réussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce match, je dirais qu'on a deux grosses tendances et deux moments forts qui correspondent, ça facilite la lecture, qui correspondent aux deux temporalités classiques d'un match de foot, les demi-temps. Donc c'est ce qu'on va voir sur les deux premières parties avant de revenir sur les leçons potentielles à tirer. Des deux côtés, il y a eu des choses intéressantes. Alors, pour démarrer, qu'est-ce qu'on a vu initialement ? Je dirais un Barça assez vintage finalement, assez proche de son credo footballistique, de son identité et de son patrimoine génétique. Ça s'est articulé principalement autour des deux choses qui font du Barça le Barça depuis plusieurs décennies maintenant, c'est-à-dire le contre-pressing, un pressing à la perte particulièrement marqué, beaucoup d'activités sans ballon dans la moitié de terrain adverse sur les 5 secondes qui suivent une perte de balle, et ça a permis au Barça de se procurer un grand nombre de ballons. Tout ça, ça a été combiné à de longues phases de possession, pour sécuriser, mais aussi simplement pour s'installer confortablement dans le camp adverse. Globalement, la conséquence, ça a été un Paris Saint-Germain très étouffé et une rencontre qui s'est jouée pendant 45 minutes sur une moitié de terrain, avec beaucoup de situations pour le Barça. À l'image de Dembélé, qui à plusieurs reprises a un ballon de but au bout du pied. L'exemple le plus flagrant, c'est celui-ci, mais il a 4 tirs en première période. Cette situation aurait pu aller au fond également. Il y a un ballon un peu trop court donné à Messi. Bref, il y a cette approche, un gros volume d'occasions générées par le Barça, bien supérieur à la production du Paris Saint-Germain. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ce qui a confirmé encore davantage le bien fondé de l'approche du Barça, c'est que, alors via cette volonté d'être très orienté possession, et dans possession je mets à la fois les séquences de possession en elles-mêmes et le contre-pressing très intense qui a contribué à raccourcir les séquences de possession du Paris Saint-Germain et à agrandir celle du Barça avec beaucoup de seconds ballons. D'ailleurs, le Barça a été très bon sur les seconds ballons. Bref, tout ça pour dire que via cette approche, une externalité positive, ça a été que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup d'espace à aller exploiter en transition, et finalement c'était presque souhaité. Via cette installation dans le camp adverse, le Barça laissait son propre camp, sa moitié de terrain assez ouverte, et quelque part c'était trop tentant, trop invitant pour le Paris Saint-Germain qui s'y est engouffré, et ça a contribué à agrandir les circuits parisiens. Le PSG a joué assez long, assez direct aussi. Tout ça, ça a contribué, tant que ça craquait pas, ça a contribué à ce que la partie se joue sur le rythme souhaité par le Barça, c'est-à-dire des temps de possession très courts pour le Paris Saint-Germain qui vite se projetait en transition, qui recyclait très peu à la récupération, et grosso modo, si les séquences de possession du Barça duraient 1 minute, celle du Paris Saint-Germain n'excédait pas 8-10 secondes. Tout ça, ça a donné une partie qui s'est jouée exactement sur le tempo souhaité par le Barça. Ça a validé, ça a continué de valider l'approche du Barça qui était très pertinente de ce point de vue. Tant que ça craquait pas derrière, c'était tout bon, puisque le Paris Saint-Germain, en se projetant, rendait vite le ballon au Barça. Voilà, je pense que c'est assez clair, mais ça c'était l'idée. Je l'ai trouvé assez intéressante parce que ça a finalement occupé un volume du match assez faible. Il y a eu pas plus de 6 ou 7 attaques rapides, mais chacune de ces attaques rapides, c'était l'incapacité de contrôler le ballon pour le Paris Saint-Germain qui s'accentuait. Et finalement, au bout de 45 minutes, à la mi-temps, je me dis que je sais pas si c'est la pluie, je sais pas si c'est l'épuisement lié au travail défensif et au fait d'avoir concédé de nombreuses séquences de possession un peu recroquevillées autour de sa moitié de terrain, de sa propre surface. Je sais pas si c'est peut-être le risque de suspension de Verratti et de Paredes s'ils prennent un carton jaune, peut-être que c'est une certaine peur ou tension, ou alors à l'inverse, l'avantage, le confort un petit peu trop fort lié à l'avantage acquis au match aller, ou alors peut-être, et je pense qu'on est plus proche de la vérité quand on dit ça, simplement une approche qui se mariait assez mal à celle du Barça, mais globalement, le résultat au bout de 45 minutes, c'est un Paris Saint-Germain anesthésié qui ne met pas les ingrédients nécessaires pour passer. Alors du coup, tout ça, c'est assez effrayant, il y a même un pic de stress très significatif, le penalty en fin de première période, finalement stoppé par Keylor Navas, et on va en reparler, mais heureusement, Paris sort la juste réplique pour être à la hauteur du défi, et au retour des vestiaires, après avoir été anesthésié,
Paris anesthésie. Donc globalement, je dirais que ça s'est joué sur deux choses principalement. D'abord, beaucoup plus de contrôle. Paris passe d'une première mi-temps, comme on l'a dit, avec 27% de possession, à les 20 premières minutes au retour des vestiaires, 34% de possession. C'est certes pas une domination totale, mais c'est 7% de possession qui font beaucoup de bien, parce que dans ces 7%, il y a essentiellement des transitions jouées moins vite. À la récupération, Paris sécurise davantage, contrôle plus, et ces 7%, c'est autant de ballons que le Barça ne va pas pouvoir exploiter sur du contre-pressing, sur des ballons à jouer directement dans la moitié de terrain adverse. Bon, Paris contrôle davantage et réussit à déporter la ligne d'affrontement 15 ou 20 mètres plus haut. Ça se joue essentiellement via ça, via un petit peu plus de contrôle, et on va dire que Paris mord moins au piège, cède moins à la tentation d'aller exploiter ces espaces en profondeur. Paris cède moins à cette invitation. Et deuxième chose, Paris met une dose de pressing supplémentaire. On le verra peut-être mieux sur ces images, mais en gros, le bloc remonte d'un cran ou deux, et aussi beaucoup plus agressif. Je dirais que Paris passe d'une première mi-temps où il était assez passif à une seconde où il est beaucoup plus proactif sans ballon. Le Barça est bien plus gêné à la relance. Globalement, les porteurs sont mieux cadrés, se retrouvent souvent dos au but, beaucoup plus que dans le premier acte. Les lignes de passe sont mieux parasitées aussi. Ces ajustements ont deux conséquences majeures. La première, c'est que en s'installant davantage dans le camp adverse, via un petit peu plus de contrôle, via un redoublement de passes, et le Barça a mécaniquement moins de ballons à jouer. Et la deuxième chose, c'est qu'en pressant davantage, en se montrant un petit peu plus embêtant sur la construction adverse, le Barça doit jouer ses ballons de plus loin. Et ça, c'est vraiment là où le bas blesse, c'est que le Barça n'est pas du tout équipé pour jouer ses ballons à 60-70 mètres du but. Le Barça était dans une position de confort lorsque, dans le cadre de son patrimoine historique, on va dire, comme on l'a dit, les séquences de contre-pressing, les phases de possession dans la moitié de terrain adverse. À partir du moment où il faut attaquer le but du Paris Saint-Germain sur 60-70 mètres, le Barça est simplement beaucoup moins bien équipé pour faire face à cette problématique. Il y a Dembélé qui peut être pertinent dans la profondeur, et encore, parce que pour le suivre, il y a beaucoup moins de monde. Du coup, à partir du moment où la partie a commencé à basculer sur ce rapport de force-là, le PSG a été nettement moins gêné, et toutes les stats relayent cette idée. Alors c'est vrai que le PSG passe en première mi-temps de 5 tirs à 2 seulement en seconde période, donc il y a un affaissement de sa propre production, sans doute via moins de transitions électriques, moins de situations qui aboutissent dans la surface du Barça, mais c'est beaucoup moins important que l'autre stat fondamental. Certes, le Paris Saint-Germain passe de 5 tirs à 2, mais le Barça passe de 16 tirs à 5, et son nombre de ballons touchés dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain est aussi divisé par 3. Donc finalement, quand tu as remporté le match aller 1-4, le plus important, c'est avant tout de limiter la production adverse. Le PSG a mis un peu plus d'une mi-temps, une mi-temps à peu près, à le comprendre et ou le mettre en place. Mais une fois que ça a été fait, ça a très bien fonctionné. Alors du coup, tout ça c'est très bien, mais il reste quand même à l'heure des conclusions les deux questions fondamentales de l'analyse. La première, c'est quel diagnostic final poser sur cette rencontre. On a quand même eu une partie fondamentalement inégale, on a bien décrit cette ambivalence. Du coup, est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et la deuxième question, quelles leçons tirer pour la suite? Alors, sur la première, comme on l'a dit, ça dépend de notre approche, de notre point de vue, mais on peut dire que d'un côté, c'est un bon, voire un très bon Barça sur certaines séquences qui a été neutralisé. Il y a l'accession au quart de finale de la Ligue des Champions, c'est jamais anodin, et puis le Paris Saint-Germain est passé suffisamment près, mais suffisamment loin aussi du spectre de la remontada pour commencer à l'écarter définitivement, c'est une bonne chose. Après, on va dire que mon problème avec ce point de vue, c'est que la pièce tourne quand même du bon côté, et à bien des égards, t'es pas à 100% responsable de ta bonne fortune. C'est vrai que l'ajustement en seconde période est judicieux, et il faut pas le négliger, mais sur la première mi-temps, comme on l'a dit, la pièce tourne du bon côté, il y a à la fois un maximum de réussite offensive, le penalty obtenu puis converti qui vient un petit peu de nulle part, et puis derrière un énorme Keylor Navas qui te sauve la rencontre à plusieurs reprises, les gâchis d'Ousmane Dembélé, le penalty stoppé qui peut faire tourner la balance de manière assez substantielle. Toutes ces choses-là sont quand même significatives d'un manque de maîtrise et d'une approche ratée dans le premier acte, et c'est vrai que
Si tu joues cette première période, en tout cas c'est vrai, ce que j'imagine c'est que si tu joues cette période une dizaine de fois, il y a peut-être 3 ou 4 versions où tu rentres au vestiaire à 1-3, 1-2 minimum, 0-2, voilà, c'est pas ultra rassurant. Donc la leçon pour la suite, de mon point de vue en tout cas, c'est que la Ligue des Champions exige plus d'intensité que ce que tu as mis en première, et surtout que si tu laisses ton adversaire dérouler son plan, dérouler son approche sans trop le gêner, bah, tu te mets à la merci de son efficacité, et ça peut tourner dans le bon sens, ça peut aussi être une recette absolue pour le drame. Donc en quart de finale de Ligue des Champions, que ce soit contre Liverpool ou l'Atlético Madrid ou tout ce qu'il y a entre niveau identité, j'ai envie de voir un pari plus proactif, résistant davantage à la pression. Je pense qu'il y a pas mal de progrès à faire, notamment sur la qualité de relance, sur la propension à sécuriser et à imprimer un petit peu plus de contrôle sur le match. Ça, c'est la recette à travailler d'ici quelques semaines. C'est sans doute ce à quoi doit s'atteler le staff, le groupe, dans les jours qui viennent. Après, peut-être nuançons cette perspective en disant qu'il manquait Di Maria sur la plus grosse partie de la rencontre, Neymar sur les 180 minutes. Voilà, il y a aussi des éléments qui vont revenir, qui vont permettre au PSG d'évoluer à un niveau supérieur à ce qu'on a vu hier soir. Donc ça, c'est pour Paris. Notons quand même aussi une amélioration substantielle du côté du Barça, des leçons à tirer pour la suite. Je pense qu'il n'y a pas la qualif au bout, c'est sûr, mais on a vu une progression du Barça dans sa quête d'identité, une confirmation que la formule employée en première mi-temps est pertinente au plus haut niveau. On l'avait vu utiliser sur les rencontres de Liga ces dernières semaines. Bah là, manifestement, l'approche peut fonctionner dans une rencontre à élimination directe de Ligue des Champions. Donc il y a des choses sur lesquelles s'appuyer, et puis une équipe qui progresse, comme on l'a dit, dans sa quête d'identité, le travail de Koeman qui commence à porter ses fruits, un nouveau président porteur d'un vent d'optimisme. Le futur au Barça pourrait n'être pas si gris que ça. Alors du coup les tops, et l'évidence même, c'est Keylor Navas, l'homme du match incontestable, 9 parades, 2 pour Ter Stegen, 9 pour Keylor Navas, réalisé pour la plupart des moments critiques sur une première période où le Paris Saint-Germain aurait pu plier. Ce penalty stoppé, c'est sans doute le tournant du match, et il empêche le match de basculer au drame. Donc un énorme Keylor Navas, très rassurant, à l'image de Marquinhos également, 2 tacles, 4 blocs et 8 dégagements, le tout sans aucune faute, très propre, plusieurs situations où il sauve la baraque, notamment autour de l'heure de jeu, où j'ai noté 3 interventions décisives, dont ce fameux tacle sur Messi. Donc un grand Marquinhos très utile aussi. Et puis enfin, on aurait pu citer Pochettino pour les ajustements à la mi-temps, ce qu'on a évoqué en seconde partie, et puis pour l'entrée de Diallo aussi, qui était très bon, celle de Di Maria qui a amené plus de contrôle sur les phases de transition, et même Danilo Pereira pour un peu plus de sécurisation, de protection de la surface. Donc Pochettino, je dirais qu'il n'a pas laissé passer l'orage, il a fait passer l'orage, et c'est à mettre à son crédit. Après, les choix en première période sont plus discutables et auraient pu peser plus lourd. Donc je vais plutôt mettre Messi pour sa frappe stratosphérique avant tout. Navas en est si loin, c'est bien un symbole. Et puis il y a aussi beaucoup d'activités sans ballon. Si le Barça a été efficace et dangereux grâce à son contre-pressing, c'est aussi en bonne partie le fait de l'activité de Lionel Messi. Il a été globalement dans tous les bons coups en première, sauf ce penalty raté qui coûte cher et qui empêche la note de grimper plus haut. Donc voilà pour les tops. Pour les flops, Ousmane Dembélé, beaucoup de gâchis, pas assez de production, en tout cas il y a la production mais il n'y a pas la finition, et des choix contestables dans la surface de réparation. Dommage parce qu'il aurait été la clé du match pour le Barça. Ensuite Julian Draxler, je dirais pas une solution suffisamment pertinente pour contrôler, notamment sur les phases de transition, et pas assez présent derrière pour aider Florenzi. Donc on aurait pu mettre Paredes, mais à l'image de ce qu'on vient de dire, les latéraux, Florenzi justement beaucoup pris par les appels de Dembélé et a peu pesé devant, alors que Kurzawa est fautif sur le penalty et régulièrement battu par Dest sur son côté. Alors du coup voilà les amis, voilà en gros ce qu'on pouvait dire de cette rencontre. La bonne nouvelle pour terminer pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a à la fois le beurre et l'argent du beurre, il y a la qualif, et en même temps il y a de grosses zones de progression, de gros axes d'amélioration sur cette première période qui à mon avis va être l'objet de longues séquences d'analyse pour Pochettino et son staff. Il y a sans doute une mine d'informations pour résister au contre-pressing. Hier c'était celui du Barça, mais demain ce sera sans doute celui d'une autre formation. Mon intuition, pas vérifiée parce que j'ai pas fait de focus spécifique dessus, mais mon intuition première c'est que sur le tandem Paredes-Gueye, il y a quand même des choses à revoir, peut-être par rapport à la présence de Verratti un cran plus haut, peut-être que le 4-2-3-1 c'est pas la solution idéale pour résister et pour se sortir d'un pressing à la perte adverse. Peut-être qu'il y a des mécanismes à trouver pour imprimer un petit peu plus de contrôle sur ces moments-là. Voilà, on le verra dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, la réflexion continue de progresser, mais ce sera super intéressant.
Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires, quelles observations formuler, comment est-ce qu'on peut compléter encore l'analyse, dites-moi tout. Et pour terminer, ce que je vais dire, c'est que la Ligue des Champions s'arrête provisoirement jusqu'à la semaine prochaine, mais en attendant, il y a ce soir une autre énorme rencontre, et une rencontre de Ligue des Champions des années 2000, Manchester United, Milan AC, c'est à 18h55, ce qui est une bonne nouvelle pour mon sommeil. Et alors j'ai pas vraiment de prono là-dessus, je ne me suis pas encore penché sur la rencontre, mais les cotes c'est 1,62 United, 4,15 le match nul et 6,15 le Milan AC, donc ça situe un peu le rapport de force. Et comme vous le savez, si vous souhaitez parier sur le match, ou si vous comptiez surtout peut-être, si vous comptiez vous inscrire sur BetClick pour le faire, bah vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, mon code promo WILOU. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser, c'est sans doute parce que je le dis de plus en plus aussi, mais vraiment ça me rend un super service. En gros, je touche de l'argent à chaque fois que quelqu'un utilise ce code pour s'inscrire, donc si vous comptiez déjà le faire, bah, pensez-y, ça m'aide vraiment. Donc voilà en gros pour tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Si la rencontre et si la vidéo vous a plu surtout, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez ne pas rater les prochaines qui arrivent très vite, j'espère en faire une sur United Milan AC, mais si je suis honnête, je pense que c'est pas le plus probable. Je dirais qu'il y a 25-30% de chance, parce que là, dès que la vidéo se termine, on va passer sur Eurotour Allemagne qui sort ce week-end, qui est pas tout à fait fini encore, c'est un euphémisme. Donc Eurotour Allemagne ce week-end, ça c'est sûr, peut-être ce sera signe d'une productivité vraiment phénoménale, peut-être United Milan AC débriefé. Si c'est le cas, ce sera sur un format un peu plus express, mais bref. Plein de vidéos qui arrivent dans les jours qui viennent. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci pour tout, merci pour votre soutien et merci pour les commentaires vraiment super ces derniers jours. Toujours beaucoup de bienveillance de votre part, mais ça fait à chaque fois très plaisir, donc je le dis. Merci pour tout et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée et bon match ce soir pour ceux qui le regardent. À bientôt, bisous.